Avant de passer à des questions avec la salle, peut-être un rapide mot de conclusion ou de synthèse, Corinne Erel. Sur Twitter, pas mal une appétence en tout cas pour les services. Je voyais, ce qui manque, c'est le service en Bretagne, les applications manquent, et aussi les tuyaux c'est bien, mais les services c'est mieux. Merci Bookbéo et La Poste. Très bien. Oui, juste quelques mots pour dire effectivement que la confiance, c'est la base du fonctionnement d'Internet, c'est la base du fonctionnement du numérique, et qu'il faut d'abord que nous ayons confiance en nous-mêmes. Et je rebondirai sur ce que vient de dire mon voisin, il faut arrêter le French bashing, il faut avoir confiance. Quand on a un regard international, on voit bien que la France et ici en Bretagne, on dispose de compétences, d'un potentiel de créativité qui est absolument considérable. Il faut que l'on en soit persuadé, et pour des choix d'infrastructures, 2025, ça peut paraître loin, mais 2 milliards d'euros, encore une fois, investis par toutes les collectivités et l'État en région Bretagne, c'est considérable. Et ce sont des actes majeurs également de confiance dans les territoires, avec une cible, et je le répète, qui est une technologie qui est la fibre optique. Et pour faire juste une petite allusion à ce que vous disiez sur l'Australie, oui, que je connais bien, mais qui a fait un choix différent de mixte technologique et pas de choix prépondérant de la fibre optique. Donc on n'est pas sur les mêmes exactement. Il faut toujours faire attention aux comparaisons, notamment en termes d'infrastructures de pays à pays, parce que nous avons des différences évidemment qui sont structurelles importantes. L'autre point sur lequel je voudrais rebondir, c'est la nécessité effectivement d'une plus grande collaboration. Collaboration, vous l'avez dit, sur les territoires, entre les startups, les TPE, les PMI, les grands groupes, collaboration essentielle. On a en Bretagne à la fois le pôle image et réseau, l'IRT qui travaille sur ces outils de collaboration. Collaboration également entre les écosystèmes que nous avons ici en Bretagne, où il faut travailler plus en réseau, plus développer, collaboration également sur les territoires, à faire plus de médiation numérique pour inclure effectivement tout le monde, développer les espaces de coworking partout, parce que ça permet effectivement à chacun de pouvoir travailler, échanger, même si on n'est pas sur les mêmes sujets, mais le fait de croiser des compétences ensemble différentes sur de la création est un point important. Développer les Fab Labs également partout, ce sont des points également qui sont considérables. Et puis moi, vraiment, qui est mon moteur, et je rejoins mon voisin, la question qui est centrale est la question de la formation et de l'inclusion numérique de tout le monde. Si on aura des magnifiques réseaux, si on ne développe pas les usages, si on ne développe pas à côté l'appropriation par ce qu'on appelle la multitude, c'est-à-dire chacun d'entre nous, que l'on soit acteur économique, que l'on soit individu, on loupe une marche. Et effectivement, c'est pareil, développer ce que vous disiez, plus de développement envers les entreprises, entre les entreprises, développer plus d'applications, oui, évidemment, mais à condition que tout le monde soit en capacité de se les approprier. Donc c'est un message d'optimiste. On a les atouts, il faut s'en saisir, et puis il faut faire preuve continuellement d'audace, mais ça veut dire également de l'audace pour les élus et pour les parlementaires sur des sujets qui sont hautement stratégiques et extrêmement importants pour tous nos concitoyens. Très bien, merci beaucoup. Peut-être de l'audace aussi dans les questions. On va passer dans la salle, ici peut-être, voilà. Bien, bonjour, Sylvie Robert, je suis adjointe à Rennes et parlementaire, donc sénatrice, et nous allons avoir la semaine prochaine effectivement un certain nombre de débats sur le sujet. Je ne sais pas si finalement c'est le peu de parlementaires qui s'intéressent à la question, je ne le pense pas. Pour autant, c'est d'une complexité qui nous demande aussi à la fois de l'expertise, mais aussi un rapport au réel. Je vous donne quelques exemples. Moi, je fais partie de la commission culture, audiovisuelle, formation, enseignement supérieur et recherche. Les sujets qui nous animent, en plus des sujets que mon collègue a évoqués, c'est la question de la liberté de panorama, donc droit d'auteur ou pas, exception du droit d'auteur, donc recherche des points d'équilibre.
Ça, c'est un vrai sujet, mais c'est le data mining ou l'illettrisme numérique. Et là, je rejoins vraiment ma collègue Corinne Erel. Je pense qu'il y a un vrai sujet très important aujourd'hui sur l'appropriation, la formation et ce qui est appelé, puisqu'il y a une modification aussi du Code du travail sur la question de l'illettrisme numérique pour les entreprises, la façon dont ça va pouvoir vraiment, réellement se mettre en œuvre. Donc ça, c'était pour vous donner un éclairage un peu législatif, pour vous dire que on est sur ces questions du numérique souvent, et moi je pense qu'il faut aller de l'avant et donc ne jamais freiner l'innovation dans des recherches permanentes de points d'équilibre. Et c'est ça qui est aussi extrêmement délicat et qui va, je pense, alimenter beaucoup de nos débats la semaine prochaine au Sénat. 2 points simplement. Usages et services. Je reprends sur la question des usages. Moi, je suis depuis très longtemps une défenseuse de la maîtrise d'usage, mais surtout de notre capacité en tant qu'élus à observer l'évolution des usages pour anticiper sur nos politiques publiques. Et ça, c'est encore à développer. Je vous donne un exemple parce que j'ai commis un rapport sur les horaires d'ouverture des bibliothèques publiques. Il s'avère que sur notamment la question des horaires atypiques du dimanche et des week-ends, que ça a complètement, ce qui est bien, permis à un certain nombre d'équipes, notamment à Paris, mais pas seulement, de lancer des applications comme Affluence pour voir comment les usages aujourd'hui se développent. Et je pense qu'il faut absolument que la question des usages soit mise au même plan que les questions à la fois de connexion et de service, parce que c'est en observant aussi l'évolution des usages de nos concitoyens qu'on pourra adapter au mieux nos politiques publiques et du coup les rendre plus efficaces. Et enfin, je termine sur la notion de service. C'est très complexe. Je vais vous donner un exemple, le e-commerce. Si on n'a pas suffisamment anticipé l'évolution des commerces, aujourd'hui du commerce, et singulièrement des commerces en centre-ville, pour montrer que le e-commerce peut être un développement valeur ajoutée et ne pas venir justement fermer les commerces parce qu'il y a des usages qui se développent. Là aussi, je pense que c'est extrêmement important dans le point d'équilibre, mais surtout sur notre anticipation aussi à donner des réponses alternatives sur le réel aujourd'hui, ce qui se passe dans les villes. Hein. Vous êtes là dans une ville et donc ça vit. Je pense que si on peut sauver des librairies, là aussi il y a des modifications législatives sur la filière du livre qui permettent de le faire. Je pense qu'il faut qu'on soit toujours dans ce point d'équilibre entre réel et virtuel, en ne les opposant jamais, mais en faisant en sorte que les évolutions et les innovations soient quand même toujours dans nos esprits. Voilà. Sophie Daniel. Oui, je vais vous répondre parce qu'on parle même de M-commerce, c'est mobile commerce. Le truc, c'est qu'on est dans un monde en transition. Demain, les commerces, ils vendront peut-être plus des choses, ce seront des coffee shops de rencontres et on s'achètera tout dans le cloud. Mais là, on accompagne. Donc le truc, c'est qu'il faut faire des expérimentations, il faut convaincre les commerçants d'y aller, de ne pas avoir peur justement du numérique. Et on est trop en train de... Nous, on connecte le réel au virtuel. On amène des contenus on fait parler les murs, on fait parler les vitrines, on fait parler les objets, on fait parler les images. C'est vraiment important de ne pas attendre, de ne pas observer, d'y aller, de faire des expériences et de trouver des ROI, montrer que ça peut marcher. Il y a eu un exemple tout à l'heure, mais voilà. C'est vraiment, le truc, c'est de ne pas attendre, d'agir. Voilà. Juste alors, sur le commerce, moi je suis pas, mais c'est personnel, je crois pas trop à ce que tout le commerce. Moi je pense que pour l'instant il y a 8% en fait du chiffre d'affaires des entreprises, des PME qui se fait par du e-commerce. Peut-être, si on compare un peu à d'autres pays, on va peut-être arriver à 25, mais voilà. Mais par rapport à la localité, au territoire, à la réalité, il y a plein d'initiatives qu'on pourrait faire. On a parlé tout à l'heure d'Amazon. Je pense que notamment des groupes comme La Poste ont eu des idées et je pense qu'ils devraient encore prolonger leurs idées, notamment sur les marketplaces locales. Je veux dire, il y a plein, les charcuteries, plein de commerces locaux. En fait, on pourrait très bien imaginer de chez nous pouvoir réserver telle chose. Il y a eu des initiatives de ce type, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où en fait ils ont organisé, mutualisé toute une partie de logistique pour aller chercher en fait les différents colis, à les livrer pour 2 €. Et il y a plein de services à proposer. Après, alors sur les sujets culture, il y a plein de sujets qui sont extrêmement intéressants. Il y a quelques polémiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la liberté de panorama. La liberté de panorama, c'est la possibilité en fait de pouvoir prendre une photo dans la rue
dans l'espace public, je répète bien public, et parfois il y a des œuvres d'art, il y a une architecture. Et en fait, la loi française à ce stade empêche, limite le droit de diffuser ces photos-là, alors que c'est, je veux dire, la plupart du temps, en fait, ces œuvres artistiques ont été achetées par des fonds publics et nous appartiennent à tous, en quelque sorte. Et l'auteur a déjà été rémunéré là-dessus. Et donc nous, on pense au Conseil national du numérique que c'est essentiel d'avoir ce droit de liberté de panorama. C'est ce qui est fait quasiment dans tous les pays européens. C'est essentiel. Pourquoi? Et notamment au niveau des territoires. Vous connaissez Wikipédia. Il y a de plus en plus de gens qui vont chercher de l'information pour aller à tel ou tel endroit faire du tourisme via Wikipédia. Et ben, en France, on n'a pas le droit d'afficher ces photos-là, alors qu'en Allemagne, ou dans d'autres pays, ils vont pouvoir afficher telle ou telle photo de tel ou tel territoire, et ça va faire venir plein de choses. Il y a plein d'autres sujets, et notamment sur le text en data mining, il y a un énorme lobbying et, sur le text en data mining avec un certain nombre de lobbies des éditeurs. Le text en data mining, c'est important, je me permets d'en parler, c'est permettre à la recherche scientifique, donc au CNRS, à l'INRA et compagnie, de faire du big data. Et là, en fait, là aussi, les Japonais, les Américains, les chercheurs peuvent faire du big data et utiliser plein de données qu'ils achètent très très cher au niveau des éditeurs. Et en France, on n'a pas le droit. Alors que, soi-disant à cause d'une directive européenne, et en fait, si vous cherchez dans le truc, il y a un problème de traduction. En fait, en Angleterre, eux, ils ont interprété la directive en se le permettant. Et bien là, malgré tout le dispositif qu'on a fait très participatif, il y a un lobbying très fort et c'est possible que cet amendement qui avait été poussé par une députée saute. Elle a été déjà rejetée par la commission des lois au Sénat et c'est gravissime. C'est gravissime parce que ce qui va se passer, c'est que des chercheurs scientifiques français vont devoir partir en Angleterre ou aux États-Unis pour faire de la recherche. Maintenant, on doit utiliser un ordinateur pour faire de la recherche. Et ça, c'est très très grave, parce que derrière la recherche, eh ben, il y a le progrès, il y a la croissance, il y a l'emploi, et ne pas comprendre ça à l'heure actuelle, c'est louper totalement une nouvelle opportunité pour le pays. Il y avait une autre question ici, je crois, monsieur. Bonjour, Yann McGarry, moi je suis fondateur de Ticatag qui travaille dans les objets connectés et je voulais aujourd'hui témoigner sur la fiscalité du crowdfunding dont vous avez parlé parce que pour moi le crowdfunding est un outil qui est fabuleux, ça n'a que des avantages, ça permet de régler en partie les problèmes de financement en amorçage, ça vous permet de valider un marché et puis ça permet de mettre du beurre dans les épinards pour démarrer. Le souci, c'est que si on commence à taxer le crowdfunding, aujourd'hui, les grosses plateformes sont américaines, c'est Indiegogo, c'est Kickstarter. Les plateformes françaises commencent à décoller un peu, mais on n'a pas des performances à la taille d'Indiegogo et Kickstarter. Et si on va faire une campagne en France et qu'on est en plus taxé par la TVA, pour moi, si je veux lancer une campagne de crowdfunding, j'ai aussi vite fait de la lancer sur Indiegogo. Et à ce moment-là, avec une simple boîte aux lettres aux États-Unis, je n'ai plus ce problème. Et je donnerai juste un exemple, c'est qu'il y a une start-up française qui a fait la une, parce qu'elle a gagné la BFM Academy, la start-up Print, elle a fait sa campagne sur Indiegogo, avec je crois qu'elle a dépassé le $1 million, avec une boîte aux lettres aux États-Unis, et elle est partie aux États-Unis. Donc voilà, je voulais juste alerter là-dessus, il faut faire attention de ne pas aller casser ce bel outil de crowdfunding qui est un merveilleux outil selon moi. Michel Canevet. Oui, je voudrais rassurer notre intervenant. Non, il n'est pas envisagé d'aller taxer les plateformes de crowdfunding. Ce sont les plateformes collaboratives de services du type Uber et d'un certain nombre d'autres services, Airbnb, etc., qui génèrent de l'activité économique et des revenus, et donc pour lesquels il faut les taxer, mais pas les plateformes de crowdfunding qui, elles, par contre, il faut qu'on regarde sur les questions de confiance, là aussi, et de fiabilité pour tous ceux qui confient leur argent. Alors, juste, pour terminer, c'est juste en fait la collecte que l'on fait aujourd'hui. Je crois que c'est pas très clair côté administration fiscale si la collecte ne doit pas être assujettie à la TVA ou pas, quoi. Donc voilà, c'était juste ça mon propos. Normalement non, dit monsieur. Pour l'avoir vécu, en fait, ça dépend du crowdfunding qu'on fait. C'est-à-dire que si tu fais un crowdfunding en don, c'est considéré comme un équivalent chiffre d'affaires et tu payes la TVA. Exactement, c'est exactement ça.
Voilà. Juste, Et c'est vrai que sur Indiegogo, on a fait aussi une campagne sur Indiegogo, on n'a pas été taxé. Ouais. Jonathan Et Haddad. c'est 20% d'écart. ouais, juste pour compléter par rapport au crowdfunding. Alors c'est vrai que nous, on a de plus en plus de clients qui ont recours à ce mécanisme. On en revient quand même à la question des usages. Et je trouve que là aussi, il y a une pierre angulaire pour une force française. Quand vous faites une campagne de crowdfunding, tout va passer par l'image, par votre capacité de créativité. Et il faut aussi se dire que, on pourrait parler d'imprimante 3D, de notre capacité de créativité française, on va vachement insister là-dessus parce qu'il faut faire un clip qui soit léché, quelque chose qui donne envie. Et on sait bien que les startups françaises arrivent à le faire, donc ça c'est intéressant. Et deuxième point sur le crowdfunding, est-ce que ça va être une alternative à la banque? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les banques commencent à s'y intéresser et commencent à prendre des participations dans les boîtes de crowdfunding. Donc effectivement, ça peut être une alternative à la banque, mais la banque a aussi intérêt parfois à descendre dans le crowdfunding, parce que comme vous savez, la banque, après les crises successives, a subi des ratios plus ou moins importants par le biais de la réglementation BAL, et donc du coup, a également l'obligation d'aller chercher des poches de valeur sur des systèmes qui sont innovants, et donc crowdfunding à fond, mais attention parfois, savoir qui sont les personnes qui sont derrière le crowdfunding. Deux mots sur la fiscalité. Avant de s'intéresser à la fiscalité du crowdfunding, je pense qu'il y a un autre énorme problème qui est beaucoup plus important avant qu'il y ait des tentations de surtaxer le crowdfunding. C'est l'histoire des multinationales, de la fiscalité à l'heure du numérique. C'est un vrai scandale en fait. Vous savez, en fait, on évalue entre 40 et 80 milliards d'optimisation fiscale agressive au niveau de la France. Hein. On parle du déficit français annuel, donc c'est juste gigantesque, l'optimisation fiscale agressive des multinationales. En fait, les lois qui régissent toutes ces règles, elles datent de 1920. Donc autant dire qu'il y a eu quelques révolutions au sein même de la révolution numérique depuis, et il y a un certain nombre d'acteurs, et donc les grosses, en fait c'est pas une histoire d'Américains, Français, Européens et petits, numériques ou pas, en fait c'est plutôt la taille. Les multinationales, elles profitent énormément d'un certain nombre de règles qui sont plus adaptées, et elles échappent à l'impôt. Et ça c'est catastrophique parce que l'Europe est vue est vu comme un Eldorado par ces grandes plateformes. Un Eldorado, pourquoi? Parce qu'on a la chance d'être dans des pays où on a une bonne éducation, une bonne santé, on a plutôt de l'argent, on est des bons consommateurs. Mais pour ça, eh ben, l'impôt est nécessaire en fait, hein, pour l'éducation, pour la santé et compagnie. Et donc ces plateformes-là, il va falloir qu'elles comprennent, et on travaille là-dessus au niveau européen et au niveau de l'OCDE, pour changer un certain nombre de règles et pour qu'elles contribuent à juste titre à la création de valeur qu'elle fait dans les territoires. Parce que sinon, cette pression fiscale qui échappe, eh ben, elle est adressée à des PME, à des TPE, et voilà. Et ça, c'est pas juste. Donc du coup, il y a un énorme travail là-dessus, et je pense que c'est moi ce qui me rassure sur ce sujet qui semble très relevé d'experts, mais c'est que ce sujet il est en train de prendre dans l'opinion publique une place de plus en plus importante. Et ce que je me dis, parce qu'il y a eu des sondages là-dessus, c'est qu'il y a de plus en plus de politiques, en tout cas j'espère, vont s'approprier ce sujet et vont faire en sorte de bouger ça au niveau international. Très bien, il y avait une question, je crois, à gauche. Oui, Voilà. bonjour, Christian Kefelec, je dirige Astelia. J'avais quelques observations à faire, profiter aussi du beau parterre politique qui est présent là. Vous parlez beaucoup réglementation, beaucoup droit. Je pense que mon ami Pierre Berthoud tout à l'heure a bien exposé la problématique du numérique et de la vitesse du numérique qui fait que même avec la meilleure anticipation du monde, on n'arrive pas à suivre à certains moments. Et donc, à mon sens, il faut renverser le sujet. Il faut parler d'expérimentation, y compris en termes réglementaires, et donner beaucoup plus de capacité à la réglementation. Et tout simplement, je trouve regrettable, par exemple, quand on parle des expérimentations en ce qui concerne les façons de travailler, il n'y a pas, ont-ils été invités, il n'y a pas un représentant des syndicats dans la salle. C'est un peu dommage.
On a parlé tout à l'heure de formation dans les PME, d'accompagnement à la transformation, de la vitesse à laquelle ça doit aller. On a parlé de télétravail. Eh bien aujourd'hui, j'en parlais hier soir avec un collègue chef d'entreprise qui disait à la fin d'une journée, on a fait au moins 12 fois des entorses à la loi quand on expérimente dans ces domaines-là. Et autant une start-up qui démarre avec ses fondateurs, fait tous les jours des entorses et travaille toutes les nuits, et autant dès que l'entreprise commence à grossir, ou a fortiori une PME qui n'est pas du monde du numérique et qui s'y met, ne sait absolument pas comment adresser ces problèmes-là. Aujourd'hui, faire du télétravail avec toutes les restrictions, malgré les nouveaux textes, c'est quasi obligatoirement, à un moment donné, soit avoir un problème de non-protection des données privées, soit avoir un problème de non-respect des horaires de travail, soit avoir un problème de non-respect des conditions de sécurité, etc. Et je pourrais en aligner beaucoup d'autres. Donc moi j'appelle à ce qu'on utilise l'expérimentation pour dire ok, maintenant qu'on sait comment ça peut se passer dans tel et tel domaine, on a laissé un petit peu libre les PME d'entreprendre et de tester des choses. On a mis en place un minimum de souplesse pour ça. Vous avez bien compris mon message? Sur les questions juridiques, Jonas Adler. Oui, je vais tout de suite répondre et vraiment vous donner une illustration de ce que vous êtes en train de dire, en gros de la déconnexion entre la réalité et ce qui est vécu par les startups. Il y a eu un rapport, je crois que le CNU m'en parlait aussi, qui est extrêmement intéressant, rédigé par Bruno Mettling, DRH du groupe Orange, sur l'impact du numérique sur les formes de travail. À l'intérieur de ce rapport, on évoque le droit, voire parfois le devoir à la déconnexion. La capacité pour quelqu'un de dire à un moment, pendant 12 heures, 11 heures, on bloque le téléphone ou il n'y a plus de mails qui sont... Mais vous avez parfaitement raison. Qui peut croire que ça peut exister quelque chose comme ça? Dans quelle start-up qui a envie de se développer et comme vous le disiez tout à l'heure, qui a envie de lever des fonds, on va dire ok, d'accord. Ton investisseur aux États-Unis, potentiellement qui va te mettre de l'argent, tu lui réponds pas. Ton acheteur en Chine, tu arrêtes de lui parler. Il faut aussi s'adapter à la réalité de ce que c'est que cette économie-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire casser tous les acquis sociaux, c'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle et qu'il faut les réinventer. Et moi, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je pense que c'était une des propositions de Macron initialement dans le texte qui devait être sur les nouvelles opportunités économiques, sur le droit à l'expérimentation. Je ne parle pas au nom de Numérique 2017, je parle en mon nom personnel. Mais je me dis que peut-être qu'à l'occasion de la campagne présidentielle, on pourrait pousser ce qu'on a fait par le passé, j'allais dire au XXe siècle, sur les zones franches, d'un point de vue fiscal, le faire sur des zones franches pour l'expérimentation. Se dire, je ne sais pas, par exemple en Bretagne, il y a un secteur particulier sur lequel on a besoin d'expérimenter quelque chose en matière de numérique, choisis le secteur, et là on laisse les entreprises utiliser de façon plus souple la législation qui existe sans tout de suite leur tomber dessus, que ce soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue réglementaire. Donc à fond pour ces zones franches d'expérimentation, après à nos parlementaires qui sont très doués pour le faire, de délimiter les contours d'une telle modalité. Corinne Erel. Je vois que 2017 est en ligne de mire pour certains. Moi, je voudrais juste répondre sur une chose, sur la question de l'expérimentation, qui pour moi est un point important. Ici, en Bretagne, on est une terre d'expérimentation et, par exemple, la région Bretagne demande régulièrement et a demandé à expérimenter justement des politiques. Et il se trouve que sur la loi travail, j'ai déposé, et mon amendement a été adopté, d'expérimentation justement sur cette question de ligne directrice, entre guillemets, concernant le droit ou le devoir à la déconnexion. Si vous avez bien lu le rapport de Bruno Mettling, il est extrêmement intéressant. Il pose des questions. Et se questionner, toujours, pour moi, est un point important. Il ne s'agit pas, évidemment, de dire terminé, plus d'emails de telle à telle heure, surtout quand vous êtes dans des entreprises qui sont à vocation internationale. Par contre, avoir une réflexion dans certaines entreprises, dans certaines organisations, sur la délimitation, entre guillemets, entre cet espace de vie professionnelle et de vie personnelle, peut avoir une certaine logique et il faut faire de la réflexion. Par contre, je suis d'accord, donc vous voyez, ça tombe bien, j'ai même déposé un amendement qui a été adopté en ce sens. Ensuite, moi, je voudrais dire également que
Attention également à toujours vouloir surréglementer, réglementer et fiscaliser toutes les nouvelles formes de numérique ou d'expérimentation ou de l'économie collaborative. L'économie collaborative, pour moi, c'est encore une fois un nid d'opportunités exceptionnel. Évidemment que ça bouscule les secteurs établis. C'est ce que je disais tout à l'heure, le numérique, il a cette caractéristique de toujours remettre en question des positionnements établis. Donc ça oblige tous les acteurs et toutes les organisations à réfléchir, à anticiper. Mais si dès le départ, on commence à mettre un cadre extrêmement contraint, et on sait faire parfois en France, très rapidement, avec des technologies et des usages qui, par définition, vont aller beaucoup plus vite que le temps législatif, on se retrouve décalé. Donc moi, je suis toujours extrêmement vigilante, notamment sur le numérique. J'ai vécu les débats sur l'Hadopi. On voit bien ce que ça a donné. C'était une caractéristique particulière et ça a montré le manque d'approche, en tout cas, Internet et numérique des parlementaires en général. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Et ce que disait mon voisin également, on est sur un monde qui est en constante mutation sur le numérique, qui impacte tout le monde, et si on n'a pas, et là je dis en tant que législateur, ce recul suffisant de toujours faire attention, et Sylvie Robert le disait parfaitement, à tenir le point d'équilibre entre à la fois l'innovation, permettre à l'innovation de se développer, et en maintenant de maintenir cette confiance. C'est ça qui est difficile à faire, mais attention, moi je le dis toujours, je l'ai écrit, attention à la surrégulation. Toujours s'intégrer dans un cadre européen, puisque par définition, l'échelon pertinent en matière de numérique est l'échelon quand même européen. Et en matière de fiscalité, je rejoins également, là, la réflexion, elle doit obligatoirement être à minima européenne, avec un cadre qui est l'OCDE, qui est beaucoup plus pertinent. Si on fait des réglementations franco-françaises, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais on a des pratiques de contournement qui se mettent extrêmement vite en place, avec des plateformes qui sont très mobiles, qui sont mondialisées. Or, on a besoin également de ces acteurs-là, de leur force également. Ce sont des acteurs qui sont très innovants. Et donc, il faut toujours faire attention à ce point d'équilibre. Et c'est ce chemin-là que le parlementaire doit être très vigilant à ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire preuve d'audace. Moi, je suis, par exemple, pour la possibilité d'intégrer l'innovation de rupture dans, par exemple, le Code des marchés publics. J'ai essayé de le faire. C'est difficile. On me dit, mais oui, mais il y a du risque. Bah oui, mais si on veut stimuler l'innovation, il faut impérativement que l'on puisse également ouvrir et permettre ces collaborations. Et je crois qu'on a des territoires, et particulièrement ici en Bretagne, qui sont tout à fait propices à ça, quoi. D'autres questions dans la salle? Ou peut-être tout à l'heure vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, je vais dire un petit mot en attendant la suivante. Peut-être revenir sur quelques aspects et témoigner du fait que être totalement immergé dans ce qu'on appelle la révolution numérique et tout ce qu'on vient d'évoquer, ses impacts sur l'économie, n'empêche pas et ne doit pas empêcher d'avoir effectivement, on va dire, des valeurs ou de défendre des modèles. Et de ce point de vue-là, je voudrais peut-être illustrer en quoi on peut avoir une singularité, alors notamment la Poste, quand on dit on est pleinement immergé dans la société numérique, on sera un acteur du numérique, on veut réinventer des services qui auront des valeurs d'usage et des valeurs économiques, et en même temps, on veut rester la première entreprise humaine de proximité. Notre ambition, c'est de faire la preuve que ça n'est effectivement pas incompatible. Voilà, une façon de dire, effectivement, il y a sûrement plusieurs modèles, et en tout cas, celui que nous recherchons a sa part de singularité. Maintenant, ça ne nous empêche pas effectivement d'avoir une très grande diversité de relations avec des acteurs très différents. J'ai envie de citer, par exemple, la Banque Postale qui soutient très fortement KissKissBankBank, c'est-à-dire ça ne s'oppose pas. Donc, bien sûr, on n'est pas à ce que KissKissBankBank remplace la Banque Postale, même si des fois dans certaines de nos réunions on a pu l'évoquer, mais en tout cas on soutient et on a des partenariats effectivement avec une entreprise de co-funding.
Un autre exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse ces derniers jours, la Poste, Géopost a racheté une start-up qui s'appelle Stuart, qui fait de la course urbaine urgente. On peut s'en étonner, se dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? La Poste est aujourd'hui sur l'ensemble des champs de logistique urbaine de proximité. Et bien sûr, ça ne remplace pas ce qu'elle fait massivement, notamment concernant les colis, mais elle développe des choses dans le domaine alimentaire, dans les colis réfrigérés, mais aussi sur des niches comme les courses urbaines urgentes, parce que notre ambition, c'est bien sûr d'être présent sur l'ensemble des propositions qui peuvent être faites, et puis bien sûr d'apprendre aussi d'un certain nombre d'acteurs qui seront peut-être, je dirais, les acteurs de demain, ou en tout cas qui portent des usages nouveaux. Donc c'est à la fois, on va dire, notre rôle, mais c'est aussi une nécessité pour nous, et on le fait pleinement. L'autre exemple que je voudrais évoquer, puisqu'il a quand même été cité beaucoup, Amazon. Amazon pour la Poste, c'est à la fois son premier client, c'est notre plus grand client, donc on travaille avec eux, bien sûr. Vous pouvez imaginer que les négociations en termes de prix, de marge ne sont pas faciles du tout, ils pèsent très lourd, mais nous le faisons, ça reste notre premier client, et en même temps, clairement, il est en train de devenir l'un de nos premiers concurrents. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans les 2 ans qui viennent, Amazon aura toute la chaîne logistique qui lui permettra de faire ce que fait la Poste aujourd'hui. Donc voilà, la bataille est engagée. Les relations, on le voit bien, sont diverses et complexes. On l'accepte pleinement. Mais c'est effectivement ça aussi, être immergé dans cette logique d'une évolution, d'une économie qui évolue par plein d'aspects. Et je voudrais juste évoquer un dernier point qui est d'une certaine façon le contrepoint, mais ça a beaucoup été évoqué, la question de la médiation numérique. C'est effectivement un sujet important, et un groupe comme La Poste est tout à fait conscient de la responsabilité qu'il a aussi, en tout cas la pierre qu'il peut amener à cet aspect des choses, puisque, par exemple, l'ensemble de nos agences postales, donc on est sur des formes de présence en milieu rural, sont équipées de tablettes aujourd'hui. Nous développons par ailleurs en France plus de 500 maisons de services au public qui permettent un accès via une tablette et un poste informatique accompagné par un postier à un certain nombre de services rendus par nos partenaires. Une façon de montrer que cette dimension de médiation à l'usage numérique de services, c'est effectivement une responsabilité partagée. Et en tout cas, nous, pour notre part, nous jouons ce rôle plutôt en milieu rural, mais bien sûr, la question se pose plus largement. Yann Bonnet, je vous voyais... 2 mots, totalement d'accord. Et vraiment, moi, ce qu'on comprend, en fait, quand on regarde ces sujets-là, ce qui est important, en fait, c'est d'innover avant de se faire disrupter. Et donc, c'est essentiel que des groupes comme La Poste innovent avant de se faire attaquer par tel ou tel client ou concurrent. Et pour ça, il faut innover en interne, mais il faut aussi innover avec des startups, avec tout l'écosystème. Et c'est là où la relation petite structure, gros groupe est essentielle. Donc ça, c'est très, très important. Et vous avez La Poste, vous avez plein d'avantages. Vous êtes partout sur le territoire. Souvent, ce qui coûte le plus cher et ce qui embête un peu Amazon, c'est le dernier kilomètre. Donc il faut arriver à trouver des solutions innovantes pour proposer des services de logistique, par exemple, aux commerces locaux qui n'ont pas les moyens en fait, d'avoir une logistique importante. Et je pense que vous le faites déjà, mais il faut renforcer ça pour empêcher certains concurrents de le faire, parce que sinon ils le feront, quoi. Oui. Je peux juste rebondir parce que justement, nous, on réfléchit à une nouvelle manière de concurrencer Amazon sur les nouveaux modes d'achat. Demain, vous rencontrez un objet qui vous plaît, vous le scannez et vous avez toutes les informations de celui qui l'a fabriqué, de l'endroit où vous pouvez le retrouver. Et plutôt que d'aller chercher sur Amazon le prix le moins cher, vous avez envie de cet objet, vous l'achetez direct et vous vous faites livrer. Et là, La Poste peut avoir un nouveau rôle à jouer. Mais c'est ce genre de nouvelles solutions. Et là-dessus, nous, on fait beaucoup de recherches pour pouvoir reconnaître n'importe quel objet qu'on rencontre. Et ensuite, il faut apprendre aux gens, mais ça, la présentation a été faite tout à l'heure par le pôle, tous ces algorithmes de données, de métadonnées, de mettre de la métadonnée sur des données physiques. Il faut faire comprendre à tous les commerçants que sur les données physiques, on peut ajouter des clés d'ouverture au monde du numérique. Et là, on aura beaucoup de nouveaux écosystèmes qui peuvent encore révolutionner les Amazon et les Google et tout ce qui existe aujourd'hui. Ça peut aller super vite. Corinne Herel, je vous en prie. Allez-y, profitez.
profiter de ce petit temps. Corinne Herel va nous quitter très temporairement pour aller accueillir Axel Lemaire qui est en train d'arriver, qui va conclure la session. Avant qu'elle n'arrive et qu'on termine ces débats, cet échange cette matinée, est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Peut-être des représentants de PME ici présents qui voudraient nous parler? Voilà, monsieur. Oui, Frédéric Libaud, à nouveau. La notion d'EPN a été évoquée tout à l'heure, j'avais posé une question à ce sujet. Simple suggestion. Les EPN au niveau des élus, ce serait peut-être bien qu'ils en aient accès. Ça commence par là, tout simplement. Alors malheureusement, nos élus sont partis. J'ai peur que votre question tombe un peu à plat. Peut-être Jonas Haddad, vous n'êtes pas élu, mais... J'ai été élu, je ne suis plus depuis quelques semaines, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Je n'ai pas d'autres réponses à apporter. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, là, et qui y ait accès, c'est-à-dire? Ah oui. Oui, qu'ils utilisent, qui s'acculturent via les EPN. C'est clair, non, mais il y a un énorme enjeu d'acculturation, que ce soit de nos hommes ou femmes politiques à tous les niveaux, mais pas seulement, aussi dans toutes les entreprises, et d'ailleurs pas que les élites, vraiment c'est à tous les niveaux. Et malheureusement, je pense que, je connais mal le sujet, mais sur les EPN, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez, voilà, on revient sur le débat fibre optique et compagnie. Nous, ce qu'on poussait au Conseil national, c'est qu'à chaque euro investi dans la fibre optique, et c'est des montants mais monstrueux, qui sont nécessaires, mais c'est monstrueux, et ben, il y a une petite partie qui aille dans tous ces réseaux de médiation qui font un travail énorme d'acculturation et qui est extrêmement nécessaire, quoi. Mais ça n'a pas été dans ce sens-là. C'est les espaces publics numériques. Voilà, il y a des endroits où il y a un ordinateur, des animateurs qui vont expliquer un certain nombre d'usages, et c'est essentiel en fait. Vous voulez peut-être rajouter des... Le micro, reprenez le micro. Sur ce type d'outil, ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible au grand public, éventuellement aux TPE ou TPI, très petites structures, à un coût relativement modique. Après, c'est vrai que en termes d'infra, ça peut être un point assez important pour les collectivités, surtout les plus petites. Et en mutualisant justement dans les communautés d'agglomération ou ce genre de choses. Après, le problème, c'est vraiment ce sujet d'acculturation, d'hydratation de la société en général au numérique. Et de toute façon, n'oublions pas qu'il y a mixité entre l'usage individuel et pour les TPE, PME, usage professionnel. Et au-delà, même dans les grandes entreprises, on va citer le CAC 40, un usage complet du numérique, je ne suis pas sûr que la totalité des collaborateurs de ces sociétés-là soient parfaitement au fait de la chose. Il y a encore, je disais tout à l'heure qu'il y a quelques semaines, encore j'étais en charge de la cohésion sociale dans une ville en Normandie. Je peux vous assurer que si on avait eu un EPN qui a été mis à disposition dans les zones qui étaient concernées par ces sujets-là d'acculturation, on aurait eu beaucoup plus, par exemple, d'accès aux droits. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, qui soient seniors d'ailleurs ou pas, parce que simplement ils n'ont pas d'ordinateur, etc., qui nous disent voilà, on n'en peut plus, tout ce qu'on nous demande de faire, on demande de faire par Internet. Et si vous voulez, quand il n'y a même pas à proximité, parce que la ville dans laquelle j'étais était un peu vallonnée, bon, il fallait descendre dans le creux, dans la cuvette urbaine pour pouvoir avoir accès à un ordinateur. Si on avait un EPN qui était disposé là, potentiellement dans la maison de quartier ou autre, ça aurait résorbé cette fracture numérique qui arrive finalement pas tant que ça seulement entre des territoires ruraux et urbains, mais parfois même dans certains quartiers de la même ville. Voilà. Il y a plein d'initiatives en fait là-dessus. Je sais pas, il y a We Take Care qui a été lancé la semaine dernière. C'est vachement bien. Il y a la FNIC, ça, We Take Care, en fait, c'est Google
qui a investi massivement dans Emmaüs Connect, qui est une super association comme vous le savez. Donc c'est très bien, mais il faut... c'est génial qu'il y ait toutes ces initiatives qui poussent à la médiation, à l'acculturation, mais il faut que l'État aussi joue son rôle et ne se dédouane pas de ces initiatives. Et donc investissent beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante sur ces espaces avec qu'on passe avec des EPN, avec aussi des Fab Labs. Il y a plein de choses qui changent, même dans l'université en fait. Par exemple l'université, on va rendre un avis là-dessus dans une semaine au ministre Thierry Mandon. Notamment en fait les espaces, les bibliothèques universitaires, elles sont à repenser. On a besoin, pour avoir accompagné Emmanuel Macron il y a quelques semaines en Israël, on voit que il y a un certain nombre d'écoles. Ce qui est maintenant important, essentiel, c'est apprendre à apprendre, c'est faire de la gestion, c'est apprendre par des projets. À Polytechnique, on est très très bon. On va faire en théorie et compagnie. En Israël, à Technion, qui est un peu l'équivalent de Polytechnique, on va être pas du tout sur de la théorie, mais sur de la pratique. Il y a le prof qui va être un facilitateur, qui va poser un problème. L'élève va travailler avec d'autres élèves et va chercher l'information, va essayer de régler le problème. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a des applications comme Waze. Je ne sais pas si vous connaissez Waze, l'application de GPS, là, elle vient d'une équipe qui vient de Technion. On a plein d'algorithmes qui sont utilisés par Google qui viennent de Technion. Et donc tout ça, il faut arriver à changer. Et c'est très compliqué. Ça va prendre un peu de temps, parce que l'administration française, parfois, c'est un peu compliqué dans certaines structures. Mais ça est en train de changer. Il y a quand même plein de choses qui sont en train de bouger. Il y a tout un mouvement de l'open data qui est essentiel, qui est porté par notamment Etalab, qui va permettre en fait, d'ouvrir les données de plus en plus de l'administration. Et c'est essentiel pour des raisons démocratiques, de transparence, pour qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne, tous ces services, mais aussi en termes économiques, parce qu'il va y avoir plein de petites startups ou grands groupes qui vont utiliser ces données pour proposer des solutions innovantes. Et pour les EPN, c'est essentiel d'avoir ces espaces un peu partout dans le territoire, utiliser des imprimantes 3D, ça va révolutionner énormément de choses, de Fab Lab pour expérimenter, ça c'est clair. Je vous voyais justement réagir. Ouais. Juste pour réagir, il ne faut pas oublier que le numérique permet d'annuler les distances aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un tas de conférences visio, maintenant grâce justement à cette super connexion avec la fibre, de n'importe où, on peut se connecter et entrer en visioconférence avec des gens partout dans le monde. Et ça, c'est à mon sens pas du tout assez développé. On crée beaucoup de lieux, mais on oublie que depuis partout on peut se connecter. Et depuis n'importe quel petit village, surtout dans nos territoires éclatés en Bretagne. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi à bien comprendre et à pousser depuis n'importe quelle commune à dire et à dire profiter. Et moi, je connais un agriculteur dans mon village qui fait des conférences Skype régulières avec les Anglais. Et ça ne se sait pas assez aussi, je crois, tout ça. C'est vrai que le numérique, ça nous met, je le dis souvent, à un clic de Paris. Et on ne l'exploite pas suffisamment. De Paris ou d'ailleurs. De Paris ou de San Francisco. Hein. D'autres questions dans la salle en attendant que Axel Lemaire arrive. Je suis sûr que vous êtes beaucoup d'ici de TPE, PME bretonne. Je suis sûr que vous avez sans doute des expériences à nous faire partager sur tous les enjeux qu'on vient d'évoquer, les difficultés aussi rencontrées. Non? Allez, n'hésitez pas. Oui, profitez-en, Sadat, je vous en prie. Pour poser une question à la salle. Bien sûr. Changeons de paradigme. Est-ce que certains dans la salle connaissent ce que c'est que la blockchain? Ça fait peu. D'accord. Non, c'est un petit test qu'on est en train de faire actuellement. En fait, juste rapidement, parce qu'on est en train quand même de parler beaucoup de l'économie de plateforme. La blockchain, c'est un nouveau système techno. J'espère que tu ne me contrediras pas dans la façon de l'expliquer, qui permet de se passer en réalité des plateformes, en généralisant des échanges de pair à pair. On parlait tout à l'heure c'est pas exactement la même chose, mais du paiement en direct. Mais en gros, à terme, alors ce qui fait énormément tendance actuellement, notamment aux États-Unis, mais un peu ailleurs, etc., c'est de parler de cette blockchain qui permettrait, si vous voulez, pour vous le dire schématiquement, de se passer d'Uber, de se passer de ces plateformes qui sont centralisatrices, de Airbnb, pour retrouver directement un lien entre chacun d'entre nous et valoriser des choses. Cette technologie, elle a été notamment utilisée dans la valorisation du Bitcoin, cette monnaie virtuelle
qui était créé. Donc du coup, on en a extrait quelque chose qui pourrait se généraliser. Donc en réalité, on est peut-être en train de parler de quelque chose, d'économie des plateformes, qui certainement dans 2 ans sera déjà dépassé. Mais c'est juste pour vous donner un éclairage de ce que c'est que potentiellement cette économie du numérique dans laquelle on bascule. C'est-à-dire, en réalité, des révolutions qui semblent massives, mais qui vont être en réalité très 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 rapprochées. On voit la différence entre une révolution entre l'écriture, puis l'imprimerie, puis le numérique. Vous voyez les centaines d'années qu'il faut pour arriver de ça à ça à ça. Et puis là, à un moment, on vous dit, bon, bah, peut-être qu'on en aura une nouvelle révolution dans l'usage qu'il peut y avoir dans l'échange entre les humains. Voilà, c'était juste ce petit éclairage et ce petit test avec la salle. Et d'où l'importance, en fait, parce qu'en France, on fait une erreur. L'innovation, elle n'est pas que technologique. Elle est multidimensionnelle. Et l'innovation, derrière, il y a de l'innovation sociale, il y a de l'innovation du modèle d'affaires, il y a de l'innovation marketing, il y a plein de types d'innovation organisationnelle. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Et on essaye de travailler avec les politiques, l'administration pour changer ça. Parce que pour l'instant, on a trop tendance à favoriser uniquement l'innovation technologique. Et quand vous réfléchissez, Google, Facebook, Twitter, il n'y a quasiment rien de technologique. C'est plus le modèle d'affaires Uber et compagnie ou Airbnb. Donc voilà, donc ça c'est essentiel en fait d'avoir ça dans vos réflexions. Je parle notamment à toutes les PME, d'essayer d'innover sur plein d'autres plans. Alors j'avais une question là, une ici et encore une derrière. D'un coup, tout le monde s'excite. Oui, Pierre Traîneau de nouveau, je dirige Catel, centre expert dans le domaine de la e-santé. Je vais rebondir sur l'usage de la visioconférence. Chaque année, on organise donc un grand congrès en visioconférence. On réunit 1500 personnes sur 25 villes dans le monde. C'est un marathon de la e-santé. Et je voudrais dire combien c'est pas simplement du partage d'informations, c'est on est réunis ensemble pendant toute une journée, chacun là où il se trouve, devient finalement à la même place que les autres, prend la même place que les autres, y compris celui qui est au ministère de la Santé, quand la ministre Marisol Touraine arrive dans cette salle et qu'elle découvre dans sa salle du ministère de la Santé une mosaïque de 25 villes connectées, voit que tiens, il y a même Bamako, c'était il y a 2 ans, fermé parce qu'il y avait le putsch et que toutes les frontières étaient fermées, mais on avait, avec la visioconférence, on avait introduit, il y avait 150 personnes dans un hôtel de Bamako. Je voudrais dire combien c'est encore rare, ce genre de journée en visioconférence. Et je voudrais juste vous soumettre une réflexion sur cette question liée au fait que on parle de plus en plus effectivement de réseaux de médiation, de collaboration, etc. Mais ce qui est en train de changer, c'est finalement notre façon de partager de l'expertise. La question de l'expertise même est remise complètement en question. Les comités d'experts, les sociétés savantes, en santé, c'est une révolution qui est en marche. Il y a même aujourd'hui des associations de patients qui se disent patients experts. Moi, je suis expert de ma propre maladie, bon sang, et à juste titre. Et donc c'est intéressant, c'est la notion d'expertise. On est en train d'inventer une espèce de co-expertise. Hein, et je veux cette co-expertise, on veut tous cette co-expertise. Derrière la co-expertise, il y a la co-décision. Je ne prends pas la décision seule, je la partage, mais on ne sait pas bien faire encore. Hein. On est au Moyen-Âge de ça. Hein, c'est très balbutiant, mais n'empêche que on a, je disais l'autre jour, justement devant cette conférence, en disant on a moins besoin de décideurs que de décisions. On a beaucoup plus besoin de décisions que de décideurs. Et d'ailleurs, je prends l'exemple du fait que les décisions qui marchent, ce sont les décisions collectives. Ces décisions collectives, ça fonctionne. Les décisions qui ne sont pas collectives ne fonctionnent pas. Et derrière ces notions de co-décision, il y a évidemment la question de co-responsabilité, la question de justement que chacun des acteurs qui apporte sa décision, son expertise dans son petit domaine de compétences, il participe à la décision, mais il en assume aussi sa responsabilité. Il y a là une question aussi d'humilité par rapport à l'ensemble des décisions qui sont prises et de responsabilité, et puis le fait qu'il faut ensuite assumer les décisions qu'on a prises. Il y a là un champ extrêmement intéressant. Les outils vont peut-être changer, comme vous le dites, c'est-à-dire que c'est peut-être plus les plateformes collaboratives, etc. Ce qui ne va pas changer en tout cas, c'est qu'on est parti vers un monde plus collaboratif de codécision, bouleversant même cette notion de compétition. Hein, compétition entre nous, compétition entre les acteurs, compétition entre les pays. On a de plus en plus d'acteurs dans le domaine de la e-santé qui parlent même de bienveillance.
C'est-à-dire que c'est de coopération bienveillante. Et un célèbre psychiatre a écrit un livre sur l'empathie, vers l'empathie partagée de cette façon-là. Enfin, il y a vraiment une révolution en marche qu'il nous faut vraiment comprendre en nous éloignant le plus possible de l'outil lui-même pour véritablement mettre le doigt sur ce qui est en train de changer. Enfin, je vois qu'est-ce que vous en pensez. Totalement d'accord. On parle beaucoup en fait que le numérique, en fait, parce que tout le monde parle de numérique, mais en fait d'empowerment, de pouvoir d'agir en fait. Le numérique, c'est un des aspects. Ça permet justement de s'organiser en ligne, hors ligne, pour faire en sorte d'agir ensemble collectivement, de faire de la codécision, faire de la co-création. Et on l'a vu d'ailleurs par le projet de loi qui est porté par Axel Lemaire dans République numérique. C'est pas anodin, 20 000 personnes qui co-construisent un projet de loi, c'était du jamais vu en France. Et donc grâce au numérique, on s'appuie sur l'intelligence collective. Justement, je vous interromps et on va s'arrêter là parce que je crois que Axel Lemaire, justement, dont vous venez de parler, qui porte ce projet de loi numérique qui sera examiné au Sénat la semaine prochaine, vient d'arriver parmi nous et va pouvoir entrer dans la salle et ainsi clore notre matinée, ses premiers rendez-vous parlementaires de Bretagne sur l'économie numérique.